il est absurde de dire que les Américains sont allés en Irak, sont allés en Afghanistan et que tout ceci n'a servi à rien. Pas du tout. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les Américains et leurs alliés ont un peu trop cru à la possibilité de ce que l'on appelle le nation building, c'est-à-dire la reconstruction d'une nation, d'une culture nationale. Bonjour et shalom pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous nous penchons aujourd'hui sur les différents aspects et les profondes implications régionales et aussi planétaires de la toute récente prise du pouvoir du mouvement fondamentaliste islamiste des talibans en Afghanistan. Pour en parler en ligne avec nous depuis Paris, Michel Gurfinkel. Bonjour et shalom Michel. Bonjour et shalom. Je rappelle que vous êtes un expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique sur Israël et sa région. Et vous êtes aussi le rédacteur en chef émérite de l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles, que vous avez dirigé de longues années. Et aussi chercheur actuellement, entre autres, au think tank américain Middle East Forum. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En quoi cette prise du pouvoir assez spectaculaire des talibans en Afghanistan, un pays de plus de 30 millions d'habitants, certes assez arriéré, mais très riche en matières premières, justement très recherchées, eh bien, en quoi cette prise de pouvoir constitue-t-elle, selon vous, un tournant dans la région ? Elle constitue un tournant pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est qu'elle fait peser une interrogation sur la structure géopolitique globale du monde. Le monde dans lequel nous vivons, que cela nous plaise ou non, est un monde qui reste dominé par les États-Unis et un ensemble de structures internationales que les États-Unis, en fait, ont mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont le pays qui reste lié organiquement avec l'Europe, avec une grande partie du Moyen-Orient, avec le Japon, avec un certain nombre d'autres pays dans le monde. C'est le pays qui a, en quelque sorte, le plus de réseaux à la fois stratégiques et économiques et culturels dans l'ensemble du monde. Or, il est clair que l'image globale des États-Unis, ce qu'on pourrait appeler le prestige global des États-Unis, a subi un choc terrible puisque non seulement ils semblent avoir échoué dans un grand projet sur l'Afghanistan qui a commencé avec la première guerre contre les talibans il y a 20 ans, mais de surcroît, le dispositif apparemment très important que les Américains avaient mis en place pour pouvoir se désengager de cette région normalement, comme un pays souverain qui reconnaît la souveraineté d'un autre pays. Tout ce qu'ils ont fait sur ce plan-là s'est effondré comme un château de cartes. Donc, ça a des conséquences. La première conséquence, c'est qu'un très grand nombre de pays dans le monde qui sont liés aux États-Unis, qui sont des alliés des États-Unis, qui sont des amis des États-Unis, s'interrogent sur la capacité des États-Unis à continuer à être le pivot du monde, et notamment du monde libre. Mais ça a aussi une autre conséquence, c'est que les ennemis des États-Unis et les ennemis de la liberté, du monde libre, ça peut être aussi bien la Chine actuelle que d'autres, que l'Iran, que d'autres pays et d'autres acteurs internationaux, que l'international djihadiste par exemple, peuvent considérer que effectivement les États-Unis sont tellement affaiblis qu'ils sont en mesure de lancer des offensives globales contre
l'Amérique et contre le système international mis en place par l'Amérique. Alors justement, donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très grave qui vient de se passer. Alors justement, ce renversement, vous le disiez vous-même, est intervenu tout juste 20 ans après donc, le début de l'intervention américaine en Afghanistan, qui elle-même a été décidée dans le sillage immédiat des méga-attentats perpétrés à New York et à Washington par Al-Qaïda, groupe djihadiste, lui aussi sunniste, dont la presse internationale a évidemment beaucoup parlé ces dernières semaines en disant, grosso modo, que les Américains, pour différentes raisons, seraient revenus à la case départ en quittant l'Afghanistan sur un évident constat d'échec. Est-ce que c'est aussi votre avis, cette espèce de cycle, enfin, le constat que le cycle se termine mal et que c'est un échec total de l'Amérique? Non, les choses doivent être prises de manière beaucoup plus subtile. Premièrement, pour qu'on les comprenne bien, il faut vraiment qu'on regarde bien ce qui s'est passé et qu'on ne généralise pas de manière outrancière. Avant toute chose, il faut savoir que les deux guerres que les Américains ont menées après le 11 septembre, la guerre en Afghanistan contre les talibans et la guerre en Irak contre le régime de Saddam Hussein, ont eu un très grand nombre de conséquences et beaucoup de ces conséquences n'ont pas été des conséquences mauvaises. Par exemple, dans une très large mesure, ce que l'on a appelé les printemps arabes, c'est-à-dire tout de même la déstabilisation d'un certain nombre de régimes autoritaires, voire même totalitaires au sein du monde arabe et musulman. Ça a été assez spectaculaire à partir de 2011, ça a donné des résultats divers. Beaucoup de gens ont dit que le printemps arabe a été suivi trop rapidement par un hiver arabe, mais il n'en reste pas moins que les dictatures dans le monde islamique ont été fragilisées et que ceci, sur le long terme, n'est pas nécessairement une mauvaise chose, loin de là, et ceci a eu des conséquences même très bénéfiques sur l'ordre international mondial. Deuxièmement, on peut considérer que la double guerre contre les talibans et contre l'Irak de Saddam Hussein a créé des conditions pour des évolutions importantes au sein même de l'islam. Pour schématiser, je dirais que c'est avec ces guerres que le processus qui a fini par aboutir l'année dernière à la paix d'Abraham a pu se concrétiser. C'est à la suite, par exemple, des attentats du 11 septembre 2001 et de la riposte américaine ou occidentale, mais surtout américaine, que des pays tels que l'Arabie saoudite, les pays du Golfe arabe ont décidé de rompre avec le djihadisme qui était jusque-là, en quelque sorte, une partie intégrante de leur idéologie nationale. C'est une évolution qui ne pouvait être qu'une évolution lente et graduelle, mais qui, 20 ans après, a quand même mené à ce qu'on a appelé la paix d'Abraham, c'est-à-dire le rapprochement, non seulement stratégique, mais économique, culturel, entre certains pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn, mais aussi le Maroc, mais aussi le cas du Soudan est un peu plus compliqué, mais le Soudan tout de même s'est joint à cela également. Ça a renforcé la politique relativement modérée de l'Égypte. Cela a créé une dynamique qui est loin d'être négligeable. Donc avant toute chose, j'insiste sur le fait que il est absurde de dire que les Américains sont allés en Irak, sont allés en Afghanistan et que tout ceci n'a servi à rien. Pas du tout. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les Américains et leurs alliés ont un peu trop cru à la possibilité de ce que l'on appelle le nation building, c'est-à-dire la reconstruction d'une nation, d'une culture nationale, d'une structure politique dans ces pays sur
en s'alignant sur des normes occidentales. Il est vrai qu'il y a eu des nation building extrêmement efficaces après la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne par exemple, ou au Japon, mais elles se déroulaient dans des pays qui, en dépit de ce qu'ils étaient devenus pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient une très ancienne tradition d'intégration à la civilisation occidentale, aux structures politiques occidentales. Et démocratique aussi, une tradition Et démocratique. démocratique. Il y avait au Japon, par exemple, pour ne parler que du Japon, il y a eu une tradition d'ouverture politique et de modernisation politique qui commençait à se mettre en place avant la prise du pouvoir par les militaires à la fin des années 30. Donc, tout ceci fait que le nation building, la construction nationale, la construction démocratique a bien réussi dans ces pays, alors que dans le cas des pays musulmans, on est dans autre chose. On est dans autre chose et certainement, sur ce plan-là, les Américains et ceux de leurs alliés, comme par exemple les Anglais, dans une autre mesure, par exemple en Afghanistan, certainement les Français. Donc la tentative d'émanciper les Afghans contre les Afghans eux-mêmes et contre leur manière de comprendre leur émancipation, cette tentative-là, effectivement, n'a pas été concluante. Alors justement, à part ces nombreuses erreurs tactiques et stratégiques qui ont été commises par l'Amérique et ses alliés locaux, alors au niveau pas seulement des renseignements, au niveau politique et militaire, aussi au niveau de l'approche de croire que l'on pouvait imposer la démocratie à un peuple de culture et de traditions différentes, mais aussi des erreurs dans leurs analyses très incomplètes de ce que sont réellement les talibans et la foi islamiste très radicale, autant qu'inflexible d'ailleurs, qui les anime. Est-ce que vous ne pensez pas, dans ce contexte, avec le recul du temps, que l'erreur majeure qui fut au début, juste après le 11 septembre, justement, celle de l'administration de George Bush fils, mais qui ensuite a été reprise et perpétuée par les administrations Clinton, Obama et Trump, toutes confondues d'ailleurs, eh bien, cette erreur consistait à déclarer puis à mener une longue guerre contre ce que Bush avait appelé ce terrorisme anti-occidental. C'est-à-dire qu'on voulait mener une guerre contre le terrorisme, guerre mondiale. D'ailleurs, Bush a rappelé ça dans un discours historique il y a quelques jours pour le 20e anniversaire du 11 septembre. Et alors qu'il convenait, c'est toujours facile de le dire après, mais dès les tragiques événements de 2001, d'appeler d'emblée un chat en déclarant que c'était une guerre contre l'islamisme, puisque depuis, on a bien vu que ce sont des groupes islamistes de toute obédience qui n'ont cessé de frapper sur tous les continents et pas seulement contre l'Occident. Or, cette définition sémantique très différente de celle de Bush, d'appeler ça une guerre contre l'islamisme et pas une guerre contre l'Occident, aurait pu peut-être unifier dès le départ l'ensemble des grands États de la planète. Vous parlez de la Russie, la Chine aussi ont été frappés par cette montée de l'islamisme, l'Inde, l'Europe, n'en parlons pas, et ça aurait été peut-être plus facile de construire un front aux côtés des États-Unis contre l'islamisme en parlant de troisième guerre mondiale déclarée à toute cette partie de l'humanité majoritaire, malgré tout, qui n'épouse pas la version radicale de la religion et de la loi musulmane. Je pense que, en effet, c'était une erreur de ne pas appeler les choses par leur nom et de présenter les opérations qui ont été menées après le 11 septembre comme une guerre contre la terreur. Il aurait été nécessaire de mieux désigner l'adversaire. Maintenant, il faut comprendre deux choses. Premièrement, je ne crois absolument pas à la possibilité d'un front mondial contre l'islamisme pour la raison toute simple que, premièrement, l'islamisme est à la fois assez homogène dans ses idéologies et extrêmement diversifié dans ses incarnations politiques, ces organisations en fait. Ces organisations, mais aussi parce que parmi
les pays menacés par, on va dire, une certaine forme chacun d'islamisme, il y a beaucoup de pays qui se disent oui, telle forme d'islamisme est mon ennemi, mais à côté, il y a d'autres islamistes, je dis bien islamistes, pas musulmans, islamistes. Il y a d'autres islamistes qui peuvent être nos alliés, et notamment nos alliés contre les Américains ou contre l'Occident. Prenez le cas de la Chine. Tout le monde sait que la Chine s'est engagée dans une répression extrêmement brutale d'un séparatisme à la fois ethnique et religieux dans la province du Xinjiang. Le séparatisme, en gros, on dit le séparatisme des Ouïghours, mais il n'y a pas que les Ouïghours comme minorité musulmane dans cette région. Mais la même Chine entretient des relations très étroites avec beaucoup de pays qui sont en fait des pays islamistes. Et d'ailleurs, on sait que la Chine entretient de bonnes relations avec les talibans actuels et que la Chine ne demande qu'à renforcer ses relations avec les talibans actuels. Donc, je pense que l'idée d'une grande coalition internationale contre un grand islamisme international, cette idée-là ne peut marcher, ne pouvait marcher. En revanche, les Occidentaux et tous les pays qui, d'une manière ou d'une autre, s'associaient aux Occidentaux, avaient la possibilité de très clairement définir les pays qu'ils considéraient comme leurs ennemis, c'est-à-dire comme des pays dangereux pour eux, et se donner un certain nombre d'objectifs précis de démantèlement de ces puissants ennemis. Il faut bien savoir que, dans une certaine mesure, je mentionnais tout à l'heure le printemps arabe ou les accords d'Abraham, mais je vais vous donner un autre exemple. Tout à fait au début de ce qu'on a appelé la guerre contre la terreur, vous savez que les Américains ont notamment évoqué la menace que représentaient les liens entre des pays qui avaient des programmes en armes de destruction massive non conventionnelles, c'est-à-dire des programmes en armes nucléaires, en armes chimiques et en armes biologiques, les liens que de tels pays pouvaient entretenir avec des organisations terroristes islamistes, comme par exemple Al-Qaïda. Et c'est au nom de cette conjonction létale que, par exemple, les États-Unis sont intervenus en Irak, puisque l'Irak avait, ça c'était absolument avéré, avait des programmes sur le plan des armes chimiques, avait des programmes en matière de missiles, avait commencé à avoir un programme nucléaire, et depuis la première guerre qui a fait suite à l'invasion du Koweït en 1990, et sa première défaite, l'Irak laissait entendre qu'en fait, il était capable de reconstituer ce potentiel, probablement dans le but de dissuader une nouvelle intervention américaine. Dans ce cas-là, c'était de la part des dirigeants irakiens une erreur, mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on accusait l'Irak d'être un danger sur ce plan-là, du point de vue occidental, ce n'était pas absurde. De la même façon, on a laissé entendre à un certain nombre de pays, comme la Libye de Kadhafi, que la condition sine qua non pour que ces pays, ce régime, survivent et ne soient pas, en quelque sorte, normalisés par les Occidentaux, eh bien, c'était de renoncer à leur programme. Ce que Kadhafi a fait, Kadhafi a tiré les conclusions. Et nous savons, c'est plus important encore, que les Iraniens, à ce moment-là, étaient absolument persuadés que les Américains allaient se tourner contre eux dès la défaite de Saddam Hussein. Et en fait, les Iraniens étaient déjà en train de proposer le démantèlement total de leur programme nucléaire, par exemple. L'une des plus grandes fautes américaines a été de ne pas suffisamment exploiter cette ouverture vis-à-vis de l'Iran à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que
bon, les Occidentaux, les Américains, les Français, les Anglais, il y a eu des contingents de beaucoup d'autres pays, y compris même, par exemple, la Turquie. Donc, beaucoup de pays sont intervenus aux côtés des Américains en Afghanistan. Et très vite, on a compris que c'était très, très difficile d'établir un État normal en Afghanistan. Très vite, on a compris qu'en fait, l'Afghanistan n'avait vraiment jamais connu une situation où il y avait un État fonctionnel en place dans l'ensemble du pays. On a compris très vite que l'Afghanistan, c'est un pays de tribus, c'est un pays en fait qui vit pour une bonne partie de son territoire et de sa population dans des siècles antérieurs aux nôtres, et qu'il fallait trouver une solution pour, pour mettre le maximum d'acteurs non gouvernementaux du côté d'une certaine stabilité. Et donc, il y a eu... On a peu de temps là maintenant. Il y a eu très vite des négociations et on a très vite demandé aux néo-talibans, au début ils ne s'appelaient pas du tout talibans, ils étaient juste, disait-il, des musulmans, voilà. On leur a demandé, écoutez, ce qui nous importe, c'est est-ce que vous allez à nouveau tolérer la présence de djihadistes internationaux chez vous ou non? Est-ce que on va pas discuter de ce que vous voulez faire au sein de l'Afghanistan, on va discuter de votre responsabilité internationale. Et ceux qu'on appelle les nouveaux talibans ont dit nous comprenons très bien et nous vous donnons notre parole que nous n'avons pas du tout l'intention à nouveau d'inviter des djihadistes du monde entier chez nous et de faire de notre pays une base djihadiste internationale. C'est sur la base de cela que il y a eu les négociations et qu'un processus a été déclenché qui a abouti à l'effondrement en fait de l'État pro-occidental en Afghanistan, mais ceci est une autre affaire. Oui, alors on pourrait conclure peut-être avec un point d'interrogation, si vous m'y autorisez, que la question qui se pose, c'est de se demander aujourd'hui, mais ça pourra peut-être donner lieu à un autre entretien entre nous dans quelques semaines, que pourrait donc faire désormais l'Amérique pour se ressaisir quel combat elle devrait absolument mener maintenant sur le terrain contre les acteurs hyper agressifs de ce que nous avons appelé, de ce que j'ai désigné avec donc plusieurs analystes comme cette troisième guerre mondiale, mais aussi et surtout pour refaçonner son image de marque très altérée, humiliée, de superpuissance mondiale. Bon, c'est une autre question. Je vous remercie en tout cas, Michel, pour ces pertinentes analyses et je vous dis à bientôt. Merci aussi aux auditeurs. Bientôt. Merci aussi aux auditeurs.